La situation se réchauffe à nouveau au Moyen-Orient. En l'espace d'une seule journée, la situation n'a cessé de se détériorer, le cessez-le-feu entre le Liban et Israël semble s'effondrer et le CGRI a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, même s'il avait été rouvert temporairement. Plus critique encore, il y a des rapports indiquant qu'ils ont commencé à cibler des navires civils, même après leur avoir permis de traverser. À ce moment-là, selon les déclarations de Donald Trump, il a immédiatement convoqué une réunion dans la salle de crise. Et seulement quelques heures plus tard, un autre événement est survenu qui a encore aggravé la situation. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Trump a annoncé qu'un navire battant pavillon iranien a été intercepté et contrôlé par la marine américaine. Le navire en question est le Trusa, qui a tenté de franchir le blocus dans le golfe d'Oman. Selon le rapport, il a été intercepté par un destroyer lance-missiles guidé et a reçu l'ordre de s'arrêter. Mais il n'a pas obéi. C'est alors qu'une mesure plus sérieuse en a été prise. La marine américaine a utilisé des tirs de neutralisation et a touché la salle des machines du navire. En d'autres termes, il n'a pas été détruit, mais on s'est assuré qu'il ne puisse plus bouger. Après cela, les marines américains sont montés à bord du navire et en ont pris le contrôle total. Selon la déclaration, le navire était déjà sous sanction en raison d'activités illégales présumées. Mais le point le plus important ici, ce n'est pas simplement une interception. C'est un signal clair. Car le même jour, selon le commandement central des États-Unis, plus de 20 navires ont tenté de quitter les ports iraniens. Mais ils se sont tous retirés après avoir été avertis. C'est là qu'on voit la pression du blocus à l'œuvre, mais ce navire-là ne s'est pas retiré. Et c'est là que la situation a changé. D'une tentative d'éviter le conflit, cela s'est mué en usage réel de la force. Et quand un blocus atteint ce point, ce n'est plus simplement une pression économique. Cela devient une confrontation militaire directe. Même si ce n'est pas encore une guerre totale. Et c'est là que la situation devient plus dangereuse, parce que chaque navire qui tentera de passer ensuite court le même risque. Et chaque incident de ce genre pousse progressivement les deux camps vers une confrontation plus importante. Si tu regardes la situation sur la carte, il devient encore plus clair à quel point cela a été réfléchi. Le navire intercepté entrait directement dans les eaux iraniennes. Il venait juste d'un port en Malaisie et transportait une cargaison à destination de l'Iran. C'est là que la logique du blocus devient cruciale. Tous les navires ne sont pas arrêtés, mais il y a une ligne claire. S'il est vide, on le laisse passer. S'il transporte une cargaison ou du pétrole, on l'arrête. Cela signifie que ce n'est pas simplement une fermeture de la mer, c'est un étranglement ciblé. Le mouvement est permis pour ne pas totalement geler le trafic maritime, mais l'artère vitale de l'économie, elle, reste bloquée. Parce que la véritable cible ici, ce ne sont pas les navires, mais l'approvisionnement et les revenus de l'Iran. Et quand tu coupes cela, un pays est progressivement forcé de reculer. Ce n'est donc pas surprenant que la réaction à l'intérieur de l'Iran s'intensifie. Selon un négociateur de haut niveau, il est possible que la guerre éclate à nouveau à tout moment. Mais cela ne doit pas non plus être considéré simplement comme un simple avertissement. Parce qu'à l'intérieur même de l'Iran, il n'y a pas un seul centre de pouvoir. Il y a des factions avec leurs propres agendas. Certains veulent poursuivre le combat, d'autres veulent en négocier. Dans ce contexte, chaque déclaration publique est à la fois un message externe et un combat interne. Si un leader veut gagner en pouvoir, il doit montrer qu'il est capable de contrôler la crise. Et pour l'instant, le moyen le plus rapide d'y parvenir n'est pas de gagner la guerre, mais par la négociation. Il est donc possible que de telles déclarations fassent partie d'une lutte de pouvoir interne. Il ne s'agit pas seulement d'une confrontation entre les États-Unis et l'Iran. C'est l'Iran contre son propre système, et c'est là que la situation devient encore plus imprévisible. Parce que même si la pression extérieure est évidente, si la situation intérieure est chaotique, le moindre élément peut provoquer une aggravation bien plus grave. On peut voir ici à quel point la structure du pouvoir à l'intérieur de l'Iran est complexe. Officiellement, il y a un président, mais selon les rapports et la situation, ce n'est pas lui qui décide des questions cruciales. Le poids du pouvoir se trouve dans un autre centre, surtout dans l'armée et le corps des gardiens de la révolution islamique. Cela signifie que même s'il y a une direction civile, cela ne suffit pas pour contrôler la direction de la crise. Et c'est là que les personnalités qui veulent s'élever entrent en jeu. Lorsqu'il y a un manque de pouvoir, certains voudront le combler. Pour les dirigeants ambitieux, ce genre de chaos n'est pas seulement une crise, c'est aussi une opportunité. Celui qui pourra montrer qu'il est capable de résoudre la situation aura la plus grande chance de devenir le nouveau centre du pouvoir.
Et dans ce contexte, l'accord de paix ne concerne pas seulement la diplomatie. C'est aussi un moyen de légitimer le pouvoir à l'intérieur du pays. Mais au fil du temps, la possibilité d'un accord rapide devient de plus en plus faible. Surtout si l'on regarde le ton des déclarations de Donald Trump, son message n'est plus seulement une pression, c'est désormais un avertissement direct. Selon lui, il y a eu des violations du cessez-le-feu, y compris des tirs dans le détroit d'Ormuz et une attaque contre un navire lié à la Grèce. En même temps, il a également mentionné les négociations à venir à Islamabad, au Pakistan. Mais même si des discussions sont déjà prévues, la manière dont il a formulé sa déclaration est claire. Acceptez l'accord ou faites face à des mesures plus sévères. Et c'est là que la situation devient plus dangereuse. Parce que même si les discussions continuent, la pression militaire ne cesse d'augmenter. Il suffit d'un faux mouvement, d'un mauvais calcul. Cela peut pousser la situation du bord du gouffre vers une véritable escalade. Plus critique encore, à cause des divisions internes en Iran, même si certains souhaitent un accord, rien ne garantit l'adhésion de tous. C'est pourquoi la partie la plus risquée en ce moment n'est pas seulement l'affrontement entre les deux pays, mais aussi le décalage entre la politique intérieure et la pression extérieure. À ce stade, la direction de la situation devient encore plus claire. Ce n'est plus une simple négociation. C'est une négociation accompagnée d'une menace claire. Selon la déclaration de l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz, toutes les options sont possibles. Cela signifie qu'aucune possibilité n'est écartée, de la prolongation du ceasefire jusqu'à une escalade totale. Et il est important de clarifier une idée ici. Escalader pour désescalader. En d'autres termes, augmenter la pression pour forcer l'autre camp à reculer. Ce n'est pas une nouvelle stratégie. Mais lorsqu'elle est utilisée dans une telle situation, le risque de perdre le contrôle est élevé. Parce que le message de Donald Trump est direct. S'il n'y a pas d'accord, les infrastructures critiques en Iran seront touchées, électricité, ponts et autres systèmes clés. Et c'est là que la discussion devient sensible. Parce que même si la cible est militaire, les civils en ressentiront quand même les effets. C'est aussi la raison pour laquelle il y a un débat au sein de la communauté internationale où la frontière entre cible militaire et impact sur les civils devient floue. Mais selon la partie américaine, leur argument est clair. Si une infrastructure civile est utilisée à des fins militaires, elle devient alors une cible. D'un autre côté, ce point de vue n'est pas universellement accepté. Ainsi, à mesure que la rhétorique s'intensifie, la tension diplomatique sur la scène mondiale augmente également. Et la partie la plus critique maintenant, c'est le temps. Il y a une date limite pour le cessez-le-feu. Et chaque jour qui passe sans accord augmente la possibilité d'une escalade. Dans ce contexte, les négociations ne progressent pas. Il ne s'agit pas seulement des conditions, mais de qui cédera en premier avant que la situation ne devienne incontrôlable. À ce stade, il est clair que le problème de l'Iran ne se limite pas à la pression extérieure. L'impact du conflit interne devient encore plus important. Si l'on se souvient, l'Iran a accepté le cessez-le-feu seulement après que Donald Trump ait évoqué la possibilité de cibler des infrastructures critiques, des centrales électriques et des ponts qui prendraient 5 ans à des décennies à reconstruire, ce qui signifie que la pression a fonctionné. Mais aujourd'hui, la dynamique c'est différente. Les partisans de la ligne dure se sont renforcés, surtout au sein du corps des gardiens de la révolution islamique. Et lorsque ce genre de groupe devient plus puissant, la négociation devient plus risquée. Car même si certains veulent conclure un accord, ils peuvent être neutralisés ou remplacés. Des rapports indiquent que le ministre des Affaires étrangères, qui a évoqué l'ouverture du détroit d'Ormuz, aurait perdu de l'influence ou été démis de ses fonctions. Si cela est vrai, c'est un signal fort à l'intérieur du système que négocier a un coût politique. Et lorsque le coût est élevé, moins de personnes sont prêtes à le faire. De plus, les informations provenant d'Iran sont limitées. La visibilité est faible, les déclarations sont contrôlées, l'accès à Internet est très limité et la plupart des informations que l'on entend sont soigneusement sélectionnées. Ainsi, l'analyse actuelle s'appuie largement sur des signaux fragmentaires, rendant la suite des événements encore plus imprévisible. Pendant ce temps, du côté des États-Unis, le message a été encore renforcé. Selon les rapports, Donald Trump a réaffirmé qu'il s'agissait de la dernière chance pour l'Iran d'accepter l'accord, sinon les infrastructures seront visées. En même temps, il est prévu qu'il se rende à Islamabad, au Pakistan. Des représentants comme Jared Kushner font avancer l'accord. Cela signifie que, même si la pression militaire augmente, les discussions continuent. Mais la question cruciale maintenant n'est pas seulement de savoir quel accord est en discussion, mais aussi s'il y a encore de l'unité au sein de l'Iran pour l'accepter.
Parce que même si l'accord semble simple de l'extérieur, s'il y a des divisions internes, il peut échouer. À ce stade, la structure de l'offre des États-Unis à l'Iran est très claire. Ce n'est pas un accord compliqué sur le papier, mais le prix à payer est très élevé. Le cœur de l'accord repose sur 2 points. Premièrement, la réouverture du détroit d'Ormuz afin de rétablir la circulation normale. Deuxièmement, la reddition ou l'élimination de l'uranium hautement enrichi, l'atout le plus sensible de l'Iran. Et c'est là que le point devient crucial. Ce n'est pas un simple accord économique. C'est une suppression directe du levier stratégique. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une forte résistance à l'intérieur de l'Iran. En même temps, Donald Trump a encore renforcé le message. Pas d'accord en échange d'argent, aucun compromis sur la question nucléaire et un ultimatum clair. Si l'accord n'est pas accepté, les infrastructures, les ponts, les centrales électriques et d'autres systèmes critiques seront ciblés. Pendant que tout cela se passe, les préparatifs de l'armée américaine se poursuivent sans relâche. Il y a un vaste pont aérien en cours. Chaque jour, des avions cargo arrivent avec du matériel et des armes. Et plus important encore, 3 grands porte-avions s'approchent de la région. USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, USS George H.W. Bush. Comparé au début du conflit, il y a maintenant beaucoup plus de puissance de feu positionnée. Cela signifie que, même si des négociations sont en cours, les États-Unis sont également prêts au pire des scénarios. Ce n'est pas une simple préparation. C'est une mise sous pression maximale avant la date limite. Et cette date limite approche. Dans quelques jours, il était possible que le cessez-le-feu expire. C'est pourquoi la prochaine discussion à Islamabad, au Pakistan, n'est pas une négociation ordinaire. C'est peut-être la dernière chance d'éviter une escalade plus large. Dans ce genre de situation, la question n'est pas seulement s'il y aura un accord, mais qui cédera en premier avant que le temps ne soit totalement écoulé. Tu peux voir qu'il semble y avoir 2 réalités différentes, une positive à l'extérieur et une chaotique à l'intérieur de l'Iran. Du côté des États-Unis, la participation de J.D. Vance aux négociations à Islamabad est un signal fort. Ce n'est pas un petit geste. Quand on envoie le vice-président, cela signifie que l'intention d'obtenir un accord est sérieuse, et cela se fait souvent lorsque l'accord est proche de la phase de conclusion. Jared Kushner et Steve Witkoff faisaient également partie de la délégation, mais il y a un détail intéressant. Selon la perception, Vance est considéré comme plus neutre aux yeux de l'Iran. Il n'a pas de passif lié aux négociations précédentes. C'est pourquoi il est plus facilement accepté comme interlocuteur. Et en diplomatie, c'est important. Il ne s'agit pas seulement de discuter des termes. Il s'agit aussi de confiance. Mais alors qu'il y a ce signal positif, c'est tout le contraire qui ressort du côté de l'Iran. Selon les médias d'État, aucune décision n'a été prise d'envoyer une équipe de négociation et ils ne discuteront pas tant qu'il y aura un obstacle dans le détroit d'Ormuz. On dirait que la position est ferme. Mais si l'on regarde le schéma, ce n'est pas nouveau. Il y a eu des occasions où des responsables ont déjà tenu de tels propos. Ils finissent tout de même par venir à la table des négociations, ce qui montre que les déclarations publiques ne sont pas toujours des positions finales, mais parfois une stratégie de négociation. Montrer une position ferme pour obtenir de meilleures conditions à huis clos. Donc il est possible qu'en façade, le ton soit dur, mais qu'en coulisses, les discussions continuent. Et c'est là que l'analyse de la situation devient cruciale. Si l'on se base sur les actions des États-Unis, la délégation de haut niveau, le calendrier serré et la pression continue, il y a de fortes chances qu'une négociation soit en cours, même si l'autre partie ne l'admet pas encore. Donc, ton évaluation est correcte. Le scénario le plus probable en ce moment est une extension du cessez-le-feu. Non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que les 2 parties ont encore des besoins à satisfaire. Les États-Unis veulent un accord pendant qu'ils ont l'avantage, tandis que l'Iran cherche à gagner du temps et à alléger la pression. Mais le plus grand risque reste qu'une faction à l'intérieur de l'Iran prenne une initiative soudaine. Parce que peu importe l'avancement des négociations, un seul faux pas peut renverser toute la situation. Souvent, les déclarations publiques et les actions réelles de l'Iran ne correspondent pas. Mais il faut aussi faire attention à ne pas conclure que tout est mensonge. À ce niveau de la géopolitique, les déclarations ne servent pas seulement à rapporter la vérité, mais aussi à façonner la perception. C'est pourquoi parfois, ce qui est dit en public diffère de ce qui se passe réellement lors des négociations à huis clos. Même si les médias d'État affirment ne pas participer aux discussions, un retour de flamme reste possible. Et c'est là qu'intervient l'un des indicateurs les plus pratiques, les mouvements de la délégation américaine. Si J.D. Vance monte vraiment dans un avion pour Islamabad, c'est un signal fort qu'il y a une coordination en coulisses.
parce qu'un haut responsable de ce niveau ne voyagerait pas sans au moins un minimum d'assurance, mais ce n'est pas non plus une garantie à 100%. En diplomatie, il arrive que même en cas d'incertitude, la réunion ait quand même lieu. C'est pour tester s'il y a quelque chose à sauver dans la situation. Maintenant, en ce qui concerne le blocus, c'est là que la contradiction devient intéressante. Un jour, on dit qu'il n'était pas efficace, le lendemain, on le qualifie d'illégal et de nuisible. Quand tu combines ces deux choses, une image plus claire apparaît. Si vraiment le blocus n'a aucun effet, il n'y a aucune raison de le condamner aussi fortement. Ça veut dire qu'il y a probablement une pression exercée même si ce n'est pas admis directement. Et c'est le schéma constant dans ce genre de situation. Minimiser en public, reconnaître en interne. Quant à l'idée que l'Iran pourrait s'effondrer, il faut un peu ancrer cela dans la réalité. L'Iran a une grande population, un vaste territoire, une structure étatique profonde et une longue expérience des sanctions et des crises. Ce pays ne va pas s'effondrer soudainement comme lors d'une panne. Un scénario plus réaliste serait une pression continue. Une détérioration de l'économie, une intensification de la lutte interne pour le pouvoir et une possible instabilité, mais pas une désintégration instantanée comme la dissolution de l'Union soviétique. C'est pourquoi il est plus important de surveiller non pas si l'Iran va s'effondrer immédiatement, mais comment il va s'adapter à la pression. Va-t-il faire des compromis, se durcir ou les factions vont-elles se diviser davantage ? Parce que c'est vraiment là-dessus que va dépendre la direction que prendra la prochaine phase de la crise. Quand un pays proteste plus vivement, c'est souvent le signe que la pression a un véritable effet. Mais il faut aussi séparer l'analyse du cadrage émotionnel. Dans ce genre de situation, les deux camps sont concernés. L'Iran et les États-Unis utilisent tous deux des récits pour justifier leurs actions. Ce n'est pas simplement une question de qui dit la vérité. Le plus souvent, qui essaie de contrôler la perception. Sur le blocus, les États-Unis ont effectivement un argument. Ceux qui ont d'abord exercé des pressions en mer, cela peut donner lieu à des mesures similaires en réponse. Mais en droit international et en diplomatie, l'équation qu'ils ont faite n'est pas aussi simple. Donc, nous pouvons aussi le faire. Ainsi, les deux parties s'opposent désormais en mer, mais aussi juridiquement et moralement. En ce qui concerne les droits de l'homme et les allégations, des organisations comme Amnesty International mènent leurs propres enquêtes sur la base de preuves, de témoignages et de vérifications. Mais même avec de tels rapports en géopolitique, le comportement d'un État ne change pas automatiquement. La dynamique de la politique de puissance diffère de la reddition de comptes en matière de droits humains. Donc même s'il y a des rapports ou des accusations fortes, les décisions continuent d'être prises en fonction des intérêts propres. Et c'est là qu'il est important d'avoir une vision équilibrée. Oui, il y a des contradictions dans les déclarations de l'Iran, mais cela ne veut pas dire non plus qu'un seul camp utilise la propagande ou des extrémistes. Dans une telle crise, les deux camps sélectionnent les messages pour soutenir leur position. Donc la question la plus importante maintenant n'est pas seulement qui a raison, mais quelle sera la prochaine action. Parce que c'est cela qui aura un impact direct sur la situation. Si les négociations vont continuer ou si la situation va vraiment empirer. Dans ce genre de discussion, ce n'est pas simplement la vérité contre le mensonge. Il s'agit plutôt de différentes versions de l'histoire et de preuves choisies. Du côté de l'Iran, ils ne sont pas immédiatement des parties opposées. Amnesty International at Human Des histoires et des preuves choisies. Cela a du sens, surtout lorsqu'il y a un manque de confiance envers les institutions occidentales. Mais de l'autre côté, du côté de l'Iran, ce ne sont pas immédiatement des histoires différentes et une vérification vidéo choisie. C'est là qu'une chose devient importante. Même s'il y a des preuves, si on ne leur fait pas confiance, elles ne seront pas acceptées comme la vérité. C'est le problème aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de fait, mais aussi de confiance dans la source de l'information. Leur point de vue, c'est qu'ils ne croient pas non plus à l'idée de preuve. De leur côté, ils ont des récits différents et des preuves choisies. Mais ils ne sont pas parfaits non plus. Il y a encore des limites. Ils ne peuvent pas atteindre tous les endroits. La propagande existe des deux côtés et des données manquent. Il vaut donc mieux ne pas tout rejeter d'emblée comme faux. Mais il ne faut pas non plus tout accepter sans analyse. En d'autres termes, il faut être critique, mais garder l'esprit ouvert. Et au final, il ne s'agit pas de savoir qui a raison, mais de mesurer à quel point la méfiance est profonde.
Car lorsque la méfiance est aussi profonde, peu importe combien de preuves sont présentées, l'opinion mondiale reste divisée. Et si nous ajoutons encore une autre perspective à la situation, il y a un autre angle dont on ne parle pas souvent, l'effet que cela a sur les règles mêmes du jeu. À cause de ce qui se passe en ce moment, la notion de normalité change peu à peu. Selon certains analystes, il y a des actions qui étaient autrefois considérées comme une escalade. Mais aujourd'hui, elles font déjà partie de la réponse standard. Par exemple, bloquer un navire, utiliser des dispositifs de désactivation et faire monter du personnel militaire à bord d'un navire civil. Avant, ce genre d'action provoquait immédiatement une forte réaction, mais aujourd'hui, cela semble devenir plus accepté sous la pression. Et c'est là qu'une question devient cruciale. Jusqu'où est la limite ? Parce que lorsque les deux camps s'habituent à des niveaux d'action plus élevés, le seuil de base du conflit augmente progressivement. Quand le seuil de base augmente, l'écart avant que la situation ne s'aggrave totalement diminue. Maintenant, pensons à l'effet de cela sur les incidents futurs. Si un navire essaie bloqué aujourd'hui, que se passera-t-il si le prochain navire est plus grand ? S'il y a une résistance, jusqu'où ira la force utilisée ? Et s'il y a des dégâts plus importants, quelle sera la réponse de l'autre partie ? C'est la réaction en chaîne qui se forme petit à petit. Elle n'explose pas tout de suite, mais le risque continue d'augmenter. Maintenant, il y a un autre angle important. L'effet de cela sur les pays voisins. Car même s'ils ne sont pas directement impliqués, ils ne sont pas immunisés contre les conséquences. Selon les rapports, certains pays deviennent plus vigilants dans leurs propres eaux. Ils renforcent les patrouilles, ils renforcent la surveillance. Ce n'est pas parce qu'ils veulent s'impliquer, mais parce qu'ils ne veulent pas être entraînés. Et de cette façon, l'effet du conflit s'étend même s'il ne s'aggrave pas officiellement. Maintenant, parlons d'un autre aspect, son effet sur les normes internationales. Avant, on savait clairement comment agir dans ce genre de situation. Il y avait des lignes qu'on ne franchissait pas facilement. Mais lorsque ces limites sont dépassées à plusieurs reprises, l'ancienne frontière disparaît peu à peu. Et quand la limite disparaît, chaque action devient plus imprévisible, parce qu'il n'y a plus de référence claire pour savoir ce qui va trop loin. Maintenant, il y a une autre perspective. L'effet de cela sur la prise de décision des dirigeants. Dans ce genre de situation, ce n'est pas seulement la logique qui fonctionne, il y a de la pression. Il y a aussi le facteur temps. Il y a des attentes venant de l'intérieur du pays. Et lorsque tout cela est réuni, chaque décision devient plus difficile. Selon certaines analyses, le plus grand risque dans ce genre de configuration est la mauvaise évaluation, une mauvaise lecture, un mauvais timing, une mauvaise réaction. Et cela suffit pour changer la direction de toute la situation. Maintenant, si l'on regarde l'ensemble, ce qui se passe n'est pas seulement une montée des tensions. C'est un ajustement progressif de tout le système à un risque plus élevé. Et lorsque tout le monde s'habitue à ce niveau, ils peuvent ne plus ressentir à quel point la limite est proche. Et au final, on revient à une simple prise de conscience. Toute aggravation n'est pas toujours soudaine. Parfois, cela se construit lentement, jusqu'à un point où il devient difficile de l'arrêter. Et si l'on élargit encore le tableau, il y a un autre effet silencieux, le changement dans la façon de mesurer le succès. Avant, c'était clair. Victoire ou défaite, il y avait un résultat. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi direct. Selon certains rapports, il y a des situations où même sans victoire claire, les deux camps affirment avoir l'avantage. Cela signifie que la mesure n'est plus seulement le résultat, mais aussi la perception. C'est celui qui peut le mieux montrer qu'il a le contrôle, même si la bataille n'est pas encore terminée. Et c'est là que la compréhension de la situation devient plus compliquée, car même s'ils ont tous les deux leurs raisons, le monde voit toujours deux images différentes. Et dans ce genre de configuration, la bataille ne se joue pas seulement en mer, mais aussi dans l'esprit des spectateurs. Celui à qui l'on croit le plus est celui qui a la plus grande influence.